Christian Tortora, salut. Salut Michel. Christian, tout le monde te connaît, évidemment, tu es relié depuis plusieurs années avec le monde de la Formule 1, mais j'aimerais qu'on parte, pas partir du début, mais tu es né à Lyon, Oui, tu as grandi à Nice. exact. Qu'est-ce qui a fait que tu pars de Nice, la belle, et qu'un jour, en quelle année, tu t'en viens vivre au Canada, à Montréal? D'abord, tout simplement, c'est un dénommé Marcel Biliveau que j'avais rencontré en France à l'époque où j'étais jeune chanteur, comme dirait l'autre. Tu étais chanteur. Oui. Non, mais c'était pas ma profession, c'était par plaisir. C'était comme à l'époque, chacun avait des groupes. Il y avait les chats sauvages, les pirates, tous ces gens-là. Et donc, on s'était essayé, quoi. Et j'ai rencontré Marcel. Et puis un beau jour, bon, la chanson, ça marchotait, mais c'était plus du plaisir, une folie de jeunesse. Donc, Christian, tu es débarqué ici sans métier, avec rien. Rien du tout. Mais j'étais prof de mécanique déjà. Prof de mécanique en France? J'avais déjà ça comme Est-ce que tu es devenu prof de mécanique ici? Bien sûr. Oui. Et donc, écoute bien, mieux que ça. Je suis arrivé, je pense, c'était un vendredi. Le lundi matin, je suis parti de son appartement à Marseille sans lui dire un mot parce que lui il dormait. Et l'après-midi, à 5 h du soir, je revenais en lui disant « j'ai une job ». J'y suis resté qu'à peu près 1 mois et demi, pas plus. Parce que là, il y a un type qui est tombé en panne avec sa Jaguar. C'était un Français. Et le mec, il me regarde et me dit « mais qu'est-ce que vous faites là ? Moi, j'ai garage spécial service, là, Jeep, Mercedes et tout. Il faut venir travailler là, Monsieur Régnier, c'est un Français et tout. 3 jours après, le téléphone sonne, Monsieur Régnier, venez me voir et tout. Là, je suis resté là, 6-7 ans. Mais Christian, qu'est-ce qui t'a amené à la Formule 1? Alors, encore la chance. J'avais un copain ici qui s'appelait Pierrot Lavena. Et j'avais rencontré Pierrot, qui était un maniaque de course automobile et tout. Il dit, pourquoi on ne montrait pas une petite équipe de course? Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé donc depuis petit à connaître beaucoup de gens. Et puis un beau jour, tiens-toi bien, c'était à l'époque où il y avait une Can-Am. Et là, Marcel Biliveau, qui faisait les topos pour CKAC à cette époque-là, il me dit, écoute, moi, ma femme est rentrée à l'hôpital, il faudrait que je m'en aille, tu te démerdes, tu fais le reportage à ma place. Ouf! J'appelle, je tombe sur un type dont j'ai les meilleurs souvenirs, Michel Lacroix. Lui, il me dit, j'ai dit, monsieur, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Hein. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu sais, avec sa voix comme il a là et tout. Ça a été, mon vieux, super. Ça a été une espèce de 2-3 mois. Là, tu as eu droit à la Formule Atlantique. Alors là, j'ai suivi un paquet, puis là, j'ai connu tous les gens du métier à ce moment-là. Et je me rappelle Saint-Félicien, de tous ces grands prix. Le plus beau pour moi, ça restera Gilles Villeneuve et Keke Rosberg, le père, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec le fils, là, qui est aussi bon d'ailleurs. Et à Québec, une course à Québec, une des seules qu'on a eues, je pense, en Formule Atlantique à Québec. Ils montaient sur les trottoirs, les mecs, les deux. 2 mois ou 3 mois après, on apprend que Gilles Villeneuve va chez Ferrari. Pardon? Va chez Ferrari. Putain, le Marcel, il fait un bond, il dit attends, j'ai ce qu'il faut. Il appelle de suite, j'ai perdu le nom, hein, mais c'était un homme fabuleux, chez Labatt. Il dit voilà, le petit gars là, il s'en va chez Ferrari. L'autre, il capoté, il dit c'est pas possible. Il dit écoute, il faudrait suivre Villeneuve. Il dit bien, bingo, on suit, on paye, on y va. Alors ça a débuté, tu vois, comme ça, tranquillement, puis après ça a grossi. C'est une vie incroyable que tu as vécue, Christian, parce que tu es passé en Formule 1 au niveau mondial. Écoute, tu as travaillé sur plus de 530 Grands Prix. Quel est pour toi le Grand Prix le plus mémorable, celui que tu n'oublieras jamais? Au niveau affection, surtout le Grand Prix où a gagné Villeneuve en Espagne. Il avait 5 voitures derrière lui, les unes derrière les autres, comme on dit en bon québécois, bumper à bumper. Ouais. Ça, on n'avait jamais vu ça. 5 mecs, dont Alan Jones, tant pas les 2 piques. Hein. Et il avait, à l'époque, la première Ferrari moteur turbo. Et pour les connaisseurs, ceux qui connaissent un peu ce circuit, c'est un circuit sinueux. Donc, un moteur turbo, c'est pas bon. C'est bon que sur les lignes droites, parce qu'il y a énormément de chevaux. Mais dans les virages, le pep, il vient qu'après. Donc, tu as un retard terrible. Et là, tout le monde riait. On dit, ils n'y arriveront jamais. Il finira 4e, 3e. Il y avait Jacques Lafitte aussi. Et là, mon pote, dans chaque ligne droite, il montait sur les terre-pleins et tout. C'était la folie furieuse. Un Grand Prix, même. Alors, le plus beau que tout le monde connaît, c'est le duel Arnoux-Villeneuve. Hein, ce fameux duel, ils se sont touchés et tout. Oh, oui. Mais c'était merveilleux. Quel aurait été pour toi le plus grand pilote de Formule 1? C'est difficile à répondre à cette question pour une bonne raison. C'est que je dirais qu'ils sont 2. Ils sont 2 parce que plus grand pour moi, c'est celui qui était dans la même écurie que l'autre, qui avait le même matériel, c'est qui? Ayrton Senna, Alain Prost. Et selon toi, après tout ça, la plus belle ville de course de Formule 1? Melbourne. Ouais. La pire ville? Pour travailler?
Pour travailler pour le Grand Prix. Pour travailler pour le Grand Prix, la pire au monde, Monaco. Ah oui? Oui, monsieur. Ça, c'est étonnant. Ben écoute, il y a pas. Bon, ils ont fait des progrès considérables. Parce que moi, à l'époque de Villeneuve, quand Villeneuve était là, il a gagné d'ailleurs à Monaco. Oui. Et tiens, tu vois bien, la salle de presse, on était dans un petit garage de rien du tout. On n'avait pas d'infrastructure, rien. Là, ils ont mis les choses beaucoup mieux. C'est vrai, ils ont fait des grands progrès. On se fait dire depuis longtemps que les courses de Formule 1, l'évolution de la Formule 1 devrait se répercuter sur nos voitures aujourd'hui. À partir de ça, quel est le meilleur constructeur? Tu ne peux pas dire le meilleur parce que tous ils se tiennent les uns les autres. Alors, qu'est-ce qui est important? L'ABS, oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Les antipatinages, il y en a de plus en plus sur toutes nos voitures, ce qu'ils appellent le EPS là. Ouais. Après, on a eu les freins à disque. Maintenant, on est bien plus loin que ça, on est les freins en carbone. Ça, c'est bénéfique. D'ailleurs, tous les gens me disent, quand ils vont voir un Grand Prix pour la première fois de leur vie, c'est de voir arriver ces bagnoles à 300 à l'heure et freiner sur 10 mètres. Alors qu'eux, avec leur bagnole, il leur faudrait 200 mètres. Ça les fascine. Et, tu sais, ça devient rouge vif. Christian, je t'amène sur un autre sujet parce que tu vis en France maintenant, dans le sud de la France, mais tu es à Montréal pour mousser la vente d'un DVD sur Bernie Ecclestone, le grand maître. Qu'est-ce que tu en penses de Bernie Ecclestone? C'est compliqué, c'est compliqué. Autant il peut être charmant, il n'élève jamais la voix. Hein. Charmant, tout. Il a le complexe des petits aussi. Non, ça, on le voit, ça. Hein. Mais un homme d'affaires redouté. Il sait ce qu'il veut, puis c'est un manipulateur, je peux te le dire. Par exemple, lorsqu'on change de saison, il y a toujours, chaque année, et puis c'est l'évolution normale, on essaie d'améliorer. Donc on fait des règlements d'une stabilité de 3-4 ans pour les moteurs, de ci ou là. Et des fois, il nous sort des trucs farfelus complets. Alors, il balance ça en l'air, puis il attend. Si personne ne dit rien, il se dit, putain, j'ai une bonne idée, tout le monde trouve que ça a de l'allure. Ouais, il marche comme ça, mais c'est un homme redoutable. Redoutable. Christian, justement, Montréal, quand on a eu Gilles, quand on a eu Jacques, on sentait un bel engouement, les Québécois suivaient. Le Grand Prix de Montréal, selon toi, est-ce qu'il est là pour vivre? Oh oui. Oui? Je vais te surprendre. Et je vais en surprendre plus d'un. On est le deuxième au monde. Tu vois, je monte le ton là. On est le deuxième au monde à faire le record d'affluence. 320 000 personnes sur 3 jours. Devant nous, qui c'est qu'il y a? L'Australie. Comme par hasard. Et quand tu regardes comment est fait l'Australie, c'est un petit peu la même chose qu'ici. Quand tu vas à Melbourne, la ville, c'est exactement comme les rues Saint-Denis, comme tous ces trucs-là. Ça vit, ça bouge. C'est incroyable. Il y a la même fête, tu vois, qu'on a fait à Montréal. Et ne serait-ce que pour la fête, j'oublie la F1, mais rien que pour la fête, je pense qu'on aura toujours autant de public. Ma dernière question, Christian, t'as quel âge? 68. Ben, en fait, c'est pas ma dernière question, c'était l'avant-dernière question. 68 ans, maintenant tu ne couvres plus les Grands Prix comme avant, tu ne te déplaces pas toujours. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Comment tu vois ça? Moi, il me resterait encore... j'ai eu une chose que les autres n'ont pas eu, c'est que tous mes confrères allaient sur les Grands Prix, mais ils arrivent le mercredi, ils repartent le lundi matin. En clair, ils ont fait le tour du monde, mais ils n'ont rien vu, à part une traque. Et ça, je me refusais à ça. À chaque fois, je profitais de 15 jours, 10 jours pour visiter le pays. Sinon, ça sert à quoi? Comment tout ça va s'arrêter? J'en sais rien, je me pose pas la question. Des fois, je me dis que je suis tanné parce que même que tu le fasses à la maison, cette année, ça te fait 20 week-ends au complet dans l'année où tu oublies ça, quoi. Tu bouges pas. Mais quand on aime ça, on aime ça. Merci.